Alors, comment expliquer la place de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne aujourd'hui? On invoque souvent des raisons historiques, culturelles, voire géographiques en fait, pour expliquer cette position un petit peu décalée de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Il me semble que ces raisons sont utiles mais pas suffisantes. D'abord parce que elles nous obligent à parler des stéréotypes, elles nous obligent à invoquer des raisons culturelles ou des raisons historiques qui ne sont pas forcément encore valables aujourd'hui. Et puis, elles négligent peut-être une partie importante du sujet qui est que ce qui a véritablement présidé à la diplomatie britannique, c'est une forme de pragmatisme qui a dominé l'essentiel des décisions de la Grande-Bretagne vis-à-vis de l'Union européenne. Quand on se souvient de la formation du marché commun en 1957, il se trouve que la Grande-Bretagne n'a pas voulu faire partie de ce vaste ensemble à l'origine, pour un certain nombre de raisons, en particulier à cause de la position de la France, évidemment, qui considérait que la Grande-Bretagne était trop proche des États-Unis. Le président de Gaulle appelait la Grande-Bretagne le cheval de Troie de l'Amérique. Et donc il lui a fallu attendre de voir se constituer ce vaste ensemble pour comprendre finalement quels pouvaient être les bénéfices de son adhésion dans cet ensemble, des bénéfices essentiellement économiques. Et ce pragmatisme finalement, c'est ce qui a véritablement dominé l'engagement britannique dans l'Union européenne, puisque la relation a toujours été évaluée en termes de coûts et de bénéfices. Ce que la Grande-Bretagne pouvait retirer, ce que ça allait lui coûter d'adhérer à ce marché commun, puisque c'était le cas à l'époque. Et il lui a fallu finalement quelques années pour prendre sa décision et adhérer en 1973. À l'époque, l'argument majeur était bien sûr l'argument économique, les enjeux économiques et la possibilité de rejoindre un vaste marché commun de libre-échange dans lequel la Grande-Bretagne pourrait négocier facilement, commercer avec ses partenaires européens. La Grande-Bretagne, à cette époque, était relativement enthousiaste vis-à-vis de ce projet européen. Le Premier ministre de l'époque, en 1973, Edward Heath, était lui-même un Premier ministre et peut-être un des seuls pro-européens, et donc s'est engagé fortement pour pouvoir adhérer à cet ensemble, grâce à l'appui aussi du président français qui était Georges Pompidou et qui n'était plus le général de Gaulle. Donc il y a eu cette circonstance particulière. Par la suite, les partis ont commencé à réfléchir, à se diviser progressivement sur cette question. C'est la raison pour laquelle en 1975, le nouveau gouvernement travailliste a décidé d'organiser un référendum pour consulter les Britanniques. Le référendum a donné lieu à un oui relativement massif. 67% de Britanniques ont confirmé leur adhésion à cet ensemble. Et à cette époque-là, on s'est retrouvé dans une situation où finalement le parti travailliste qui gouvernait était assez divisé sur la question, mais le parti conservateur, dont le nouveau leader était Margaret Thatcher en 1975, était farouchement enthousiaste. C'était le parti de l'Europe tel qu'il se désignait et cet enthousiasme est un élément qu'on oublie souvent puisque on va voir que effectivement l'attitude de Margaret Thatcher va évoluer dans les années 80 et surtout à la fin des années 80. Donc à l'issue de ce référendum, les choses ont évolué évidemment avec le processus d'intégration européenne. Les enjeux principaux au milieu des années 80 gravitaient autour de la formation d'un marché intérieur, avec notamment l'acte unique européen, envers lequel les Britanniques étaient encore une fois très enthousiastes pour les raisons précédemment évoquées, c'est-à-dire la possibilité de rejoindre cette vaste zone de libre-échange et de pouvoir circuler librement dans cette zone et surtout commercer librement. N'oublions pas quand même que l'ancien empire britannique était une des principales, sinon la principale puissance marchande du monde. Et donc cette tendance a perduré avec la signature de l'acte unique européen en 1986, que le Premier ministre de l'époque, Margaret Thatcher, a signé, bien qu'elle ait par la suite déclaré dans ses mémoires qu'elle n'avait pas tout à fait compris l'enjeu de ce traité.